Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer à travers ce journal de 20 h sur Shalom Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Voici tout d'abord les titres. La conférence internationale des minerais critiques a été organisée le week-end dernier à Yaoundé. Nous sommes là au Cameroun. La ministre des Mines, Antoinette Samba, y a pris part. Vous aurez les détails en début de ce journal. Et puis la campagne de vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change a été lancée par la Banque centrale du Congo BCC. Vous aurez les détails au cours de ce 20 h. Et ce dimanche 26 mai 2024, c'était le tour des députés provinciaux de Nord Kivu d'élire les 4 représentants de leur province au Sénat dans un scrutin organisé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Sur 34 candidats, vous l'avez compris, 4 seulement ont été votés. Et ici en province, la fête de Noël au sein de l'église Kimbanguiste a été célébrée ce 25 mai selon leur calendrier. Et ici à Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe a communié avec les hommes en vert et blanc. Vous suivrez les détails toujours au cours de ce 20 h. Et en international, donc en dehors de la République démocratique du Congo, nous serons notamment en Ouganda où la campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune a été lancée par les autorités de ce pays. Une information à suivre dans la 3e et dernière partie de ce journal. Mais bien avant cela, nous recevrons pour vous Trésor Kazadi. Ça sera pour le compte de la 2e rubrique consacrée au sport. Il est avec nous sur ce plateau. Nous lui disons bonsoir et bienvenue à ce 20 h. Bonsoir, Wivine Mugoli, merci. Alors, c'est quoi l'actualité ce soir? Ça sera 100% football avec la Ligue nationale de football. Nous vous signalons ici que l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert a enregistré sa toute première défaite. C'était hier dimanche du côté de Kindu où cette équipe a été battue par l'équipe de Magnan 2-0, alors que ici, chez nous, à Lubumbashi, l'équipe de Saint-Éloi à Lupopo était cueillie à froid par les Aigles du Congo. 2-1 étaient les scores au finish. Et donc, vous aurez de plus en plus précision dans cette intervention sportive de ce soir à Wivine Mugoli. En tout cas, vous nous en direz plus au moment opportun. Merci d'être avec nous. Nous serons avec vous dans la 2e partie. Merci Wivine. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. Place à présent au corps de ce journal. Et comme je le disais à l'entrée, la ministre des Mines, Antoinette Samba, a pris part à la conférence internationale des minerais critiques ce week-end à Yaoundé au Cameroun. Elle a saisi l'occasion afin de plaider pour la sécurisation et l'exploitation des minerais critiques en République démocratique du Congo, à savoir le cobalt et le cuivre. Reportage. Les ministres des Mines d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que ceux de l'Union européenne, ont pris part à la conférence internationale sur les minerais critiques à Yaoundé au Cameroun. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a saisi l'occasion pour plaider pour la sécurisation de l'exploitation des minerais critiques en RDC, à savoir le cobalt, le cuivre, le chrome, la platine, la bauxite, le nickel, les zinc, pour ne citer que cela. Au cours de cette rencontre internationale, les participants ont réfléchi sur les transitions énergétiques et numériques grâce aux matières premières critiques. Antoinette Samba Kalambaye a souligné à cet effet qu'en RDC, l'exploitation industrielle s'est faite dans les normes. Entre-temps, l'exploitation artisanale demeure un défi. Comme réponse aux exigences de la CIRGEL, des mécanismes de certification et de traçabilité des minerais critiques, comme réponse aux exigences de la CIRGEL, des mécanismes de certification et de traçabilité des minerais critiques. Elle a souligné que la RDC a mis en place 6 outils exigés dans la sous-région. Le pays assure la traçabilité des minerais des sites d'exploitation jusqu'à la commercialisation, a-t-elle précisé. Ces assises étaient aussi une occasion d'échange d'expériences et de renforcement des partenariats stratégiques OEAC, Union européenne, sur l'exploitation des matières critiques. Et puis la Banque centrale du Congo, BCC, a lancé une campagne de vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change applicable à tous les bureaux de change et les cambistes manuels. Reportage.
Tous les bureaux d'échange et les cambistes manuels sont tenus à se conformer aux textes légaux et à l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel de la Banque centrale du Congo. La vulgarisation de cette instruction qui s'inscrit dans le cadre de la mission régalienne de la Banque centrale pilotée par le gouverneur Malango Kabedi Mbui d'assurer la stabilité monétaire va renforcer les décisions urgentes du gouvernement pour la stabilisation du taux d'échange. La campagne de vulgarisation de cette instruction a permis la sensibilisation des opérateurs d'échange, à savoir les cambistes et les tenanciers des bureaux d'échange. C'était lancé par les directeurs de la direction d'agrément et de réglementation Kaloubi Kayembe au nom du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi Mbui. Il a à cette occasion explicité l'objectif de cette campagne prévue dans tous les 4 districts de Kinshasa. Avec la publication depuis le 1er septembre 2023 de la 3e notification de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change manuel et au regard de l'évolution de la situation sur le marché d'échange, dont les bureaux d'échange sont une des catégories d'acteurs importants, la Banque centrale a pris l'initiative de vous approcher afin de permettre à chaque participant ici de connaître ce que l'autorité de régulation et de contrôle, qui est la Banque centrale, attend de lui en tant que bureau de change ou cambiste manuel, personne physique. On va parler politique après les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale et l'installation de ce bureau dirigé par l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini qui s'est donné la mission de redorer l'image de cette institution et rendre la dignité au député national. Pour l'Assado de Jean-Claude Katende, rien de grand ne sortira de ce bureau malgré la détermination de son président, mais félicite en même temps le régime actuel pour avoir valorisé la femme congolaise dans les institutions, le cas de l'Assemblée nationale. Je vous prie de le suivre dans ce duplex réalisé pour vous par Trésor Kazadi. Nous avons déjà écrit à ce sujet en félicitant les membres qui ont été élus, mais par rapport aux missions de l'Assemblée nationale, particulièrement en ce qui concerne le contrôle parlementaire, nous pensons que à ce niveau-là, rien de grand ne sera fait. Parce que quand vous regardez la manière dont les membres de l'UDPS qui sont dans les différentes entreprises de l'État se comportent, il est clair que le bureau de l'Assemblée ne fera rien contre eux. Et dans le cas où ce bureau s'hasarderait à prendre des mesures de contrôle et à sanctionner les mandataires de l'UDPS, c'est clair que le bureau-là, particulièrement son président, devra tomber. Donc, fondamentalement, le bureau de l'Assemblée nationale ne fera pas un travail différent de celui qui a été fait par le bureau Mbosso. On connaît tous la pugnacité ainsi que le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, surtout qu'il a déjà dirigé cette institution à l'époque du président Joseph Kabila. Ce leadership ainsi que sa pugnacité n'auront plus de vision cette fois-là, surtout quand on le voit à la tête de ce bureau. Je ne partage pas cette opinion dans la mesure où la majorité présidentielle à l'époque du président Kabila était ordonnée. Chaque mot d'ordre qui était donné était suivi. Et donc, le président de l'Assemblée nationale à l'époque, M. Vital Kamerhe, profitait de cette cohésion-là. Par contre, la majorité actuelle n'est pas soudée. Vous avez entendu tous les remous qu'il y a eu au sein de cette majorité. Et comme je le disais, c'est principalement une majorité de l'UDPS. Pas d'autres partis, pas d'autres plateformes. C'est d'abord l'UDPS. Et donc, si les membres de l'UDPS qui sont dans les différentes entreprises par rapport au contrôle parlementaire sont inquiétés, il est clair que la majorité, parce qu'il faut considérer que le travail de l'Assemblée nationale, c'est pas un travail d'un individu, c'est un travail collectif. Et vous avez dans ce bureau là-bas des gens qui ont été bien élus que le président Kamerhe. Par exemple, le président Mbosso, en tant que deuxième vice-président, avait eu plus de voix que M. Vital Kamerhe. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un travail collectif et s'il n'a pas l'assentiment de tous les autres membres, il ne fera absolument rien.
C'était là donc Jean-Claude Katende, coordonnateur de l'ASADO, qui échangeait avec Trésor Kazadi. Trésor que vous allez retrouver dans la deuxième partie de ce journal. Et ce journal de 20h se poursuit. Les députés provinciaux du Nord Kivu ont élu dimanche 26 mai à Goma les 4 représentants de cette province au Sénat au cours d'un scrutin organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Parmi les 34 candidats en lice, seuls 4 ont obtenu les suffrages requis pour siéger à la Chambre haute du Parlement. Suivez la lecture des résultats avec Didi Manara, qui est deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Élection des sénateurs. Province de Mai-Ndombe. Sont provisoirement élus sénateurs. 1. Mongo Lokonda Aimé Pascal, de AAEC. 2. Babanga Mpotiolo Anissé, de AA Barcé. Moutima Sakrini Herman, indépendant. Et 4. Ngambani Ngovoli Adonis, indépendant. Sont élus sénateurs dans la province du Nord Kivu. 1. Monsieur Mumbere Machozi Papi, indépendant. Chabani Luko Biango Jacquemin, UDPS Tshisekedi. Kasereka Katokolio Jean-Marie, de AB50. Vunabandi Kanyamiigo Célestin, indépendant. C'était là donc Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, proclamant les résultats des sénateurs élus du Nord Kivu. On va parler autre chose, mesdames et messieurs. L'IGF demande au gouverneur sortant de respecter les mesures de l'Assemblée provinciale concernant les mouvements des fonds après l'annulation des élections des gouverneurs au Congo central. Il a fait savoir dans une correspondance rendue publique ce 24 mai. Plus de détails dans ce rendu de Mariam Souni. Après l'annulation des élections de gouverneurs au Congo central par le Conseil d'État, l'Inspection générale des finances demande au gouverneur sortant du Congo central, Guy Bandou Ngidi, de respecter les mesures prises par l'Assemblée provinciale concernant la suspension des mouvements de retrait des fonds dans le compte de la province. C'est ce qui ressort de la correspondance de l'IGF du 24 mai adressée au gouverneur sortant Guy Bandou Ngidi. En effet, dans les soucis de préserver les intérêts du Trésor provincial pendant toute la période d'expédition des affaires courantes et en vue d'implémenter la bonne gouvernance dans la province du Congo central, l'équipe d'encadrement par sa lettre précitée vous avez invité au strict respect de quelques mesures transitoires, a écrit l'inspection générale des finances, et d'ajouter ces mesures conservatoires demeurent nécessaires suite au processus électoral qui est toujours en cours. Pour rappel, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a interdit au gouverneur sortant Guy Bandou Ngidi d'effectuer des mouvements sur les comptes de la province et sur tous les comptes affiliés jusqu'à nouvel ordre. Papi Matezolo aligne sa décision sur les dispositions des articles 22.2,31.4 et 33.21 du règlement intérieur ainsi qu'au-delà de la réunion du bureau du 6 mai 2024. Il a notifié à travers une lettre datée du 7 mai adressée également aux responsables des banques où sont domiciliés les comptes de la province. Cette mesure conservatoire concerne aussi tous les services rattachés au ministère provincial de finances du Congo central, notamment la Direction générale des recettes du Congo central. Et sur un autre chapitre, 325 Kuluna arrêtés à Kinshasa ont été confiés au service national, puis transférés ce samedi 25 mai 2024 à Kanyama-Kasese pour une formation paramilitaire suivie d'un apprentissage de métier. Parmi eux, une partie des jeunes qui se sont confiés volontairement au service national que commande le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouika. Reportage. Le transfert des jeunes désœuvrés d'Ikuluna de Kinshasa vers Kanyama-Kasese se poursuit. Ce samedi 25 mai 2024, un lot constitué de 325 d'entre eux a été confié au service national. 319 garçons et 6 filles. Ils vont à Kanyama-Kasese via Mbujimaï. Dès qu'ils arrivent à Mbujimaï, les véhicules sont là. Nos équipes de Kanyama-Kasese, nos équipes de Mbujimaï sont sur place. Ils vont le prendre en charge
la nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyama-Kasese. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyama-Kasese. Au milieu de ces délinquants, on a retrouvé un jeune. Lui, c'est un volontaire qui a décidé de se mettre au service de la nation. Son père qui l'a accompagné nous explique ici les motivations de son fils à rejoindre le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mambwa. La motivation est que c'est le patriotisme. Le premier point, c'est le patriotisme. Mon fils a compris qu'il est congolais et il doit servir le pays. Servir le pays, c'est passer par la formation militaire et la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité et le développement de ce pays. Au fil des ans, nombreux sont de plus en plus convaincus que Kanyama-Kasese n'est pas ce mouroir que certains ont essayé de dépeindre. Cette assurance se lit sur le visage de ceux qui y sont transférés, mais attention, cela n'est pas un déni de la réalité sur ce que sont ces jeunes, explique le commandant du service national. Mais cela ne remet pas en cause que bayebi ke baza bato mabe. Si tu ene oluka bango na banda côté. Police kanga ki bango. Ba reconnaître bayebi ke baza bato mabe. Moi esengo wana c'est pour se réconforter bayebi ke bake mouroir te baye okufate. Omoni ba opération ya ba 2020. Banda ko ne bazolela parce que espérance ezala kité. Ebele bato banda kanisa ke bana wana bake toke ko boma bango. To banda ko bango mikolo nyonso ao. Que ma instruction toujours est pas mon konzi mbok. Il y a président de la République. C'est que tu kende ko boma bango te baké formation. Et en province, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, l'église kimbanguiste a célébré selon son calendrier liturgique ce samedi 25 mai 2024 la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus-Christ sur terre. Les fidèles de Lubumbashi ont célébré cette grande fête avec le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué. Il y a eu également au cours de ces cultes une prière pour la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo et la restauration de la paix dans l'est du pays. Suivez. Des milliers de fidèles kimbanguistes du Haut-Katanga et d'ailleurs ont en ce jour du 25 mai 2024 célébré, selon leur calendrier liturgique, la naissance de Jésus-Christ, autrement dit la Noël, une fête chrétienne. Le gouverneur de province Jacques Katoué s'est joint à cette grande confession religieuse de sa province pour commémorer la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Pour marquer d'un cachet spécial cette journée festive, les fidèles kimbanguistes ont été exhortés à chercher la sanctification et éviter la propagation de fausses doctrines contraires à l'évangile tel que prêché par le Christ et martelé par le prophète Simon Kimbangu. Si bien qu'on n'a pas mentionné l'année et le mois, il était toujours le Fils de Dieu. Il a vécu avec eux et il a prêché l'évangile jusqu'à ce qu'il mourût en l'an 33. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il est né. Les chrétiens kimbanguistes ont été invités, selon le Christ, né ce jour du 25 mai, à continuer la lutte du prophète Simon Kimbangu, qui est celle de contrecarrer les fausses doctrines prêchées par certains missionnaires. Cette fête de Noël était aussi l'occasion pour les chrétiens kimbanguistes de saluer la réélection du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga. Je vais demander au gouverneur, un fils de papa Kimbangu, de se tenir debout pour que l'Assemblée le salue. Ainsi, la prière a été faite pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, ainsi que pour la paix en République démocratique du Congo. Encore une fois, nous souhaitons bonne fête à tous les kimbanguistes à travers le monde. L'association sans but lucratif Tegra ONGD a fêté le 20 mai 2024 ses 15 ans d'existence.
Créé le 20 mai 2009, c'est ce samedi 25 mai 2024 que les membres de cette organisation se sont retrouvés pour commémorer l'anniversaire de cette structure. C'était dans la salle Mouipata, au siège de la dite ONGD, située au quartier Jolicite, où ils ont eu l'occasion de retracer le parcours et redynamiser les membres de Tegra ONGD. Le tout avec Trésor Kazadi et Jinan Benga. Il y a quelques années, ce qui était une idée s'est enfin réalisé. 20 mai 2009, 20 mai 2024, cela fait exactement 15 bonnes années d'existence de l'ONGD Tegra. Les membres de cette structure d'appui au développement communautaire se sont fixés rendez-vous dans la salle Mouipata, au siège même de cette ONGD, au quartier Jolicite. Une ambiance chaleureuse et conviviale à la hauteur de la commémoration de ces 15 ans a eu lieu. Tegra ONGD est une initiative au départ de quelques membres seulement. 8 au total. Des années après, l'initiative porte toute une communauté, traversant ainsi les frontières de la province qui l'avait neutre, tout en réalisant en matière de projets en score époustouflant. Devant l'assistance et le membre fondateur, le secrétaire administratif de l'ONGD Tegra, M. Liévin Kaloubi, va circonscrire en quelques mots le parcours de cette organisation. L'association sans but lucratif a créé d'utilité publique, apostolique et non confessionnelle est au service de l'humanité depuis le 20 mai 2009. Engagée dans la lutte contre les facteurs du sous-développement, Tegra a pour objectif le bien-être général. Tegra ONGD oriente ses activités dans 3 secteurs qui sont l'éducation, la santé et l'agro-pastoral. L'éducation est un puissant agent de changement. Une population active en bonne santé est un préalable au développement économique. L'agriculture et l'élevage sont des moyens nécessaires pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Tous les 3 secteurs ont vu leurs responsables défiler devant l'Assemblée pour passer en revue les résultats escomptés, chacun dans son domaine. Le plus heureux de tous, M. Daniel Ngoy, président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra, n'en revient pas 15 ans après. Le sentiment est de satisfaction sur tout le plan, tout simplement parce que les résultats obtenus aujourd'hui, c'est au-delà des prévisions qui étaient déjà planifiées. Premièrement, je pense que c'est consolider les acquis, tout ce qui est déjà fait. Deuxièmement, finaliser les différentes constructions, parce que Tegra s'est lancé dans un développement durable. Tegra ne fait pas des projets qui vont disparaître avec des personnes. Tegra fait des projets qui doivent pérenniser et servir à des générations à venir. ONGD Tegra, c'est 15 ans d'engagement et d'impact au sein de la communauté congolaise sans aucune discrimination. Voilà ce qui met fin à cette première partie de ce journal consacré au journal classique. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous Trésor Kazadi, à qui je dis rebonsoir et bienvenue dans ce 20h. Rebonsoir, Revine Mogoli. Alors, avec vous, nous parlons sport juste après cette transition. Trésor Kazadi, on va commencer par la Ligue nationale de football avec cette défaite de Saint-Éloi-Lupopo. Effectivement, le Viettes de Saint-Éloi-Lupopo sont tombés à domicile. C'était au stade Omnisport Kibassa à Maliba hier dimanche face à l'équipe de Les Aigles de Kinshasa. Il faut signaler que l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo était la première à marquer par l'entremise de l'ancien joueur de l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert. Il s'agit bien de Patou Kabango Molota qui a permis à ce que l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo soit à l'abri pendant la première période. Il fallait attendre la deuxième période pour voir cette équipe de Les Aigles dirigée par Didier Chimanga, l'ancien conseiller du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de changer au moins l'image de cette équipe. Et on a vu cette équipe en deuxième période très déterminée jusqu'à ce que cette équipe va marquer 2 buts coup sur coup pour renverser la tendance du côté du Marquoir en ce qui concerne cette rencontre. Et donc, je vous invite ici à suivre l'extrait ou soit le résumé de cette rencontre mettant en prise l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo à celle correspondante de Les Aigles du Congo.
Il visait le Reban, défait par le tout-puissant Mazembe dans le derby louchois. Le football club Saint-Éloi Lupopo affrontait en effet le football club Les Aigles du Congo ce dimanche 26 mai 2024 lors de la 9e journée des playoffs de la Ligue nationale de football Ligue 1. Malheureusement, à l'issue d'un beau duel, le club jaune et bleu de la capitale cuprifère a fini par s'incliner 1-2 et concède ainsi la 2e défaite de suite. Le match avait pourtant parfaitement commencé avec l'ouverture du score à la 29e minute lorsque Mwaku a offert une superbe passe à son capitaine, Kabangu, qui a fusillé du droit Ndibou pour le 1-0. La frappe est surpuissante. Un but à 0 en faveur des Cheminots à la pause. Dès la reprise, Mohamed Magasuba monte Massamba à lieu place de Massini, mais un quart d'heure après, ce sont les visiteurs qui marquent. Dans la surface de réparation, à gauche, Kikwama travaille face à Lita avant de trouver Djumeku, qui bat Omosola de la tête. Les deux équipes jettent alors toutes leurs forces dans la bataille et les offensives se multiplient de part et d'autre. À la 79e minute, Kambu lève le ballon pour trouver Mwaku dans la surface. Le buteur de Lupopo contrôle de la tête, mais il se rate complètement au moment d'armer sa frappe. La réponse des Aigles du Congo est fatale. À la conclusion d'une contre-attaque ultra rapide, Djumeku bat Omosola de la tête pour la 2e fois. Après, les Cheminots campent dans les 20 derniers mètres, mais ils accumulent les mauvais choix, à l'image de cette incompréhension entre Mwaku et Chatakora après un travail individuel remarquable de Kazema. À la 88e minute, le 2e but de Kabangu est invalidé suite à un contrôle de la main dont le capitaine de Lupopo se serait rendu coupable avant de marquer. Les Cheminots pensaient à une balle d'égalisation avant cette erreur de l'arbitre qui revient sur la faute sur Kambu au lieu de laisser Patou Kabangu aller jusqu'au bout de son action. Un but contre 2 score final, c'est donc la 3e défaite cette saison en Ligue nationale de football. Trésor Kazadi, toujours en Ligue nationale de football. Mazembe qui a battu Lupopo est tombé en dehors de Lubumbashi. Effectivement, première défaite de Corbeau, des tout-puissants Mazembe Anglebert. Il faut signaler que les Corbeaux ont été déplumés par l'équipe de Maniema Union à Kindu hier dimanche. Nous sommes de ces côtés-là où on a vu l'équipe de Kambele Mbele mener au score de la première période. Il faut signaler ici que c'était une très belle rencontre, surtout du côté de nos amis de Maniema Union, où avec un certain Papi Kimoto sur le banc, il a fait le tout possible pour requinquer le moral de ses poulains, jusqu'à ce que ces poulains se sont allés battre l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert. Première défaite de l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert cette saison, cela veut dire depuis le début de la Ligue nationale de football dans sa phase classique jusqu'à l'étape de play-off. C'est la première défaite enregistrée par l'équipe des tout-puissants Mazembe Anglebert. Je vous invite ici donc à regarder le 2 buts marqués concomitamment par l'équipe de Maniema Union sur cette rencontre. Basiala Mongo. Le coup fondé Basiala. Les bijoux de Basiala Mongo pour placer cette balle dans la cage de Badara. Magnifique, superbe réalisation de Basiala Mongo et une première explosion de joie ici au stade Chikaka. C'est très bien donné, Exousia, le centre d'Exousia. Au second poteau, la tête qui tombe la balle qui traîne. Oh là Lupini Maoukou. Quel retourné avec beaucoup de précision pour le 2e but de Maniema Union. L'ancien Dienou Jack.
Voilà, tels sont les deux beaux buts marqués par le Poland de Papi Kimoto, l'entraîneur de l'équipe de Maniema Union. Ainsi, le classement se présente de cette manière. Wivin Mugoli, malgré la défaite enregistrée par le Corbeau de Moïse Katumbi, ils sont toujours en première position. Mazembe occupe la première position avec 32 points. Vous allez le voir sur ce tableau. Donc, Mazembe en première position, 32 points. L'AS Maniema Union est à retrouver en deuxième position, 29 points. Saint-Olo Lupopo en troisième position avec 24 points. Nous vous signalons que l'équipe de Lupopo vient de totaliser tout le match déjà au classement. En quatrième position, les Aigles du Congo avec 20 points. Cinquième position, l'AS Vita Club avec 19 points. Sixième position, l'AS Dauphin Noir, 10 points. Cercle Sportif Don Bosco en septième position avec 10 points, plutôt avec 8 points. Et au bas de l'échelle, nous retrouvons l'équipe de Lubumbashi Sport avec 6 petites unités. Et nous vous signalons déjà que le mercredi, ça sera donc la finale où nous allons voir qui de Maniema Union ou de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe Anglebert va devoir remporter cette coupe de la Ligue nationale de football. Et Mazembe reçoit ici chez nous au temple de Badiangwena l'équipe de Les Aigles du Congo. Espérons que ça sera une façon de récupérer pour le Tout-Puissant Mazembe Anglebert. Effectivement, surtout aider nos amis de l'équipe de Saint-Éloi Lupopo qui sont dans une mauvaise posture. Trésor Kazadi, merci beaucoup pour votre intervention et à demain. C'est moi qui vous remercie, Wivin Mugoli. Mesdames et messieurs, place à présent à la toute dernière partie de ce journal. On va aller avec cette information. Une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune a été lancée par les autorités ougandaises. Et cette maladie est transmise par les moustiques, sauf que la campagne rencontre une faible adhésion de la population. Nous en parlons avec nos confrères de Africa News. L'Ouganda a lancé en avril une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, maladie transmise par les moustiques. Sauf que la campagne rencontre à ce jour une faible adhésion de la population. C'était faible pendant les dernières semaines parce que les gens se demandaient pourquoi le gouvernement lançait une campagne contre la fièvre jaune, car ils avaient l'impression que le gouvernement voulait leur donner des vaccins périmés. Des centaines de doses de vaccins non encore utilisées dans les hôpitaux du fait de l'hésitation à se faire vacciner, mais aussi d'une méconnaissance de la fièvre jaune. Jaune n'est pas pareil, même si la menace peut être plus grande. Il est encore difficile d'éduquer le public, car si je n'ai pas vu la maladie, si je n'ai pas vu un voisin atteint de la maladie, si je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort de la maladie, je ne me sens pas menacé. Even more difficult, because if I've not seen the disease, I've not seen a neighbor with the disease, I've not seen, I don't know anyone who has died of the disease. Somehow I have the feeling that I'm not a threat. L'Institut national américain de la santé est pourtant formel quant à la fiabilité du vaccin contre la fièvre jaune depuis 1937. Et c'est la fin de ce 20h sur Channel Télévision, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. La page météorologie qui est à suivre juste après. Restez donc avec nous pour la suite. Je vous dis shalom chez vous et que la paix du Christ soit notre partage. Au revoir et à demain, Inch'Allah.